Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est. Allons, prêt, non, oui, vite. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Ceux qui connaissent cette musique savent déjà que je vais vous parler du plus gros succès de l'année 1981, le film qui aura terrassé entre autres Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Professionnel, La Guerre du Feu, Rien que pour vos yeux, Le Maître d'école, La Soupe aux choux et encore plein d'autres et pas des moindres. Je veux bien évidemment parler de La Chèvre, second film de Francis Weber qui cumula à l'époque près de 7 millions d'entrées. Francis Weber, La Chèvre, que cache ce titre zoologique ? La chèvre, c'est en général l'appât, c'est-à-dire ce qu'on met, ce qu'on accroche pour les chasseurs à un arbre, par exemple, pour attirer le fauve, le lion ou le loup, et le chasseur, lui, se planque derrière l'arbre pour tirer sur le fauve. Alors pour tous ceux qui ont échappé depuis près de 40 ans à cette comédie devenue culte, La Chèvre, ça raconte quoi ? Alors qu'elle est en vacances au Mexique, la fille malchanceuse du PDG d'une grande entreprise disparaît. Pour la retrouver, son père décide alors d'envoyer François Perrin, l'un de ses employés tout aussi malchanceux qu'elle, dans l'espoir que cette déveine commune puisse le mettre sur la bonne piste. Perrin est accompagné par Campana, un détective privé bourru chargé de veiller sur lui qui subira malgré lui tous les malheurs de son partenaire. La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. C'est pas son jour, dit-on. C'est jamais son jour. Il est temps de passer à l'action, je commence à avoir des fourmis dans les jambes, moi. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Merde. Retour en 1976. Après une riche carrière de dialoguiste et de scénariste, on lui doit notamment ceux du Grand Blond avec une chaussure noire, de L'Emmerdeur, du Magnifique, de Peur sur la ville, c'est presque naturellement que Francis Weber décide de passer à la réalisation. Francis, pourquoi vous êtes passé du scénario à la réalisation ? Parce que c'est le moyen d'arriver au bout d'une aventure. Vous savez, c'est Billy Wilder qui disait que le scénariste est un monsieur qui fait le lit conjugal, et puis le metteur en scène couche dedans avec sa femme. Moi, j'ai préféré aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dormir avec mon sujet jusqu'au bout. Il se tourne alors vers Alain Poiret, l'un des grands producteurs de chez Gaumont, et pour qui il a essentiellement travaillé en tant que scénariste. Mais celui-ci n'est pas très chaud pour produire son premier film. C'est finalement avec Claude Berry que Weber va pouvoir passer à la réalisation avec Le Jouet. Le Jouet, c'est l'histoire d'un milliardaire qui un jour emmène son fils dans un magasin de jouets, et ce dernier lui répond « Ça. Le Zorro ? Non. Le cosmonaute ? Non, ça. » Ça, c'est Pierre Richard. C'est un sujet profond, c'est un sujet grave, c'est un sujet qui parle du pouvoir de l'argent. Et puis aussi, il y avait les rapports père-fils, des rapports père-fils sur lesquels je suis très sensible parce que j'ai moi-même eu un manque de rapport avec mon père. Et là où est le talent de Francis, c'est aussi d'en faire une comédie. Et je signale en passant que c'est peut-être de tous les films que j'ai faits, j'en ai fait quand même pas mal, peut-être c'est le film que j'ai préféré. La sortie du Jouet est prévue pour le mois de décembre 1976. Certain que le film fera un carton, Pierre Richard est alors une véritable star qui enchaîne succès sur succès, le producteur Claude Berry accorde à Francis Weber un budget conséquent pour la réalisation du Jouet. Même si tous les voyants semblent au vert, une grosse pression pèse sur les épaules de Francis Weber. Et justement, le film ne connaîtra pas le succès prévu. Quand Berry m'a donné donc les capitaux pour faire le film, il s'attendait à 5 millions d'entrées. Et on fait 1,4 million. Changer d'étiquette, c'est dur en France. Et tout le monde a dit, ouais, bah écoute, il n'est pas fait pour réaliser, c'est tout. Qu'il reste scénariste, celui-là. Pendant 4 ans, Weber retourne ses premiers amours. Il signe notamment le scénario de Coup de tête de Jean-Jacques Hano ou l'adaptation pour le cinéma de la célèbre pièce de Jean Poiret, La Cage aux folles. Jusqu'à ce que Alain Poiret de la Gaumont le recontacte et le pousse finalement à refaire un film. J'avais le sujet de La Chèvre en tête, qui était, pour retrouver quelqu'un de malchanceux, il faut prendre quelqu'un d'aussi malchanceux que lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle en Amérique un bon pitch, parce que ça se dit en 2 mots, 2 phrases. Pour incarner les 2 compères qui vont se mettre à la poursuite de la jeune fille disparue, Francis Weber pense immédiatement à Lino Ventura et Jacques Villeray. Si Ventura n'est pas quelqu'un qui accepte facilement un rôle, il se laisse tout de même convaincre par Weber, dont la réputation de faiseur de succès n'est plus à prouver. Je lui donne le scénario à lire, et je lui dis, moi j'ai un acteur pour jouer le malchanceux, c'est Villeray. Il me dit, j'en veux pas. Je perds Villeray, qui m'en veut à mort, parce qu'il avait lu le scénario, et croyez-moi, il a vu la pépite, là, parce que c'était
7 millions d'entrées derrière. On ne le savait pas à ce moment-là, ni les uns ni les autres. Et je l'ai appelé moi-même, parce que je trouvais que c'était à moi de lui dire. Alors, il s'est mis à me haïr. Et je reviens, et pendant ce temps, Lino Ventura discute avec Gaumont pour être rémunéré. Il n'avait pas confiance. Parce que le jouet avait fait 1 400 000 entrées, mais ce n'était pas beaucoup par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc il en avait conclu que je n'étais pas un bon metteur en scène. Et je perds Ventura, parce qu'il se dispute avec Alain Poiret, de Gaumont International. D'un coup, j'ai plus de distribution. Weber fait alors appel à son acteur du jouet, Pierre Richard, pour remplacer Villeray. Ce dernier accepte immédiatement malgré le semi-échec de leur précédente collaboration. Mais alors qui pour prendre la place de Ventura? La solution viendra de Pierre Richard lui-même et de son agent Jean-Louis Lévy, dont l'idée peut alors surprendre. Et il dit pourquoi pas Depardieu? Il dit Depardieu, mais il n'a jamais fait de comédie vraiment. Et je dis je suis absolument pas sûr de lui comme acteur de comédie. Il me dit écoute, tu peux faire une chose, tu les invites à dîner tous les deux, et tu te mets au milieu comme ça à table, et tu assistes au match de tennis. Et j'ai, pour la première fois, Depardieu et Pierre Richard face à face. Et Pierre, quand il mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face. Ce qui fait que Depardieu était couvert de miettes d'œufs durs, de ketchup, etc. Parce que l'autre s'emballait comme ça. Il crachait sur Depardieu tout le temps. Et tout à coup, j'ai vu dans le regard de Depardieu le regard de Campana. Et je dis, c'est ça l'alchimie. Reste à convaincre Depardieu qui, de prime abord, pense qu'il ne sera que le faire-valoir de Pierre Richard. Il lit ça, Depardieu, et il y avait tout le temps, Campana regarde Perrin d'un regard incrédule. Il dit, j'ai rien à foutre là-dedans, moi. Je lui dis, fais-moi confiance, le contre-champ de comédie peut ramasser tout. Avant le début du tournage, Francis Weber va peaufiner son scénario pour obtenir une mécanique comique parfaite. Pour cela, il va s'inspirer des buddy movies américains et du cinéma de Billy Wilder, son réalisateur préféré. La comédie est un genre difficile pour une raison un peu sommaire, qui est que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Parce que les gens ne te reprochent pas de ne pas avoir assez pleuré, mais ils te reprochent de ne pas avoir assez ri. Et déjà, quand tu écris une scène, tu te dis, mais est-ce qu'elle est drôle? Mais comme je cherche les situations, la façon de les emboîter les unes dans les autres, ça s'appelle la construction. Et ça, c'est tout ce que j'aime. C'est ce qu'il y a de plus difficile, tu vois. Quand on te demande, dans les écoles de scénario, d'apprendre la structure, c'est comme ça qu'on dit en Amérique, ben c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ça. Moi, j'avais défini la structure d'un film dans mes mémoires en disant construire un scénario, c'est comme essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas. Encore. Oh, il est à moi le chariot, là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui t'avoue le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde! Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises. Bon, bah, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, c'est monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour 2 valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Le tournage de La Chèvre s'annonçant assez physique, Francis Weber demande alors à ses 2 acteurs de le suivre dans une cure de remise en forme quelques jours avant le début des prises de vue. Comme Francis voulait surtout pas qu'on boive et qu'on mange trop, 15 jours avant, il nous emmenait chez Bobet dans un centre de thalassothérapie. Et puis Francis nous obligeait à faire du cross. Les 3 premiers jours, il courait avec nous. Il est très sportif, Francis, c'est très athlétique même. Et il courait avec nous dans le sable, ce qui n'y a rien de plus fatigant. Puis le 3e jour, il avait quand même son travail à faire de metteur en scène. Il nous laissait partir tous les 2, mais de son balcon, il nous surveillait comme ça. Il nous voyait monter les dunes, redescendre, disparaître et apparaître. Et nous, à la dernière dune, on avait repéré une boulangerie. Et du coup, on rentrait direct, parce qu'on avait un peu d'argent dans notre sous-vêtements.
On allait direct dans la boulangerie et on s'achetait des kouign-amann. C'est pur beurre, pur sucre et jaune d'œuf. On s'en tapait un tous les jours. Et à côté, comme il y a un petit tabac, on en profitait pour boire un petit verre de blanc. Et on rentrait. Et le 15e jour du départ, on s'est retrouvés devant chez le médecin qui nous a demandé de nous déshabiller avec Francis à ses côtés. Et on a passé sur la balance. Et le docteur a dit, alors là, j'ai jamais vu ça, il a dit. Ils ont pris 3 kilos. Le tournage débute au Mexique au tout début du mois de juin de l'année 1981. Un tournage qui va durer pas moins de 17 semaines et qui commence particulièrement mal. Francis Weber tombe en effet rapidement malade à cause de la cuisine locale. Le réalisateur va en effet choper une tourista mémorable qu'il va traîner pendant quelques jours. L'un des deux acteurs va également subir une succession de problèmes et c'est pas forcément celui auquel on pense. Est-ce que Pierre Richard s'est amusé avec Gérard Depardieu autant en le tournant ? Je me suis beaucoup amusé parce que vous avez vu tous les malheurs qui m'arrivent dans le film. En fait, c'est à lui qu'il arrivait tous les malheurs au Mexique. Vous savez, toutes ces saloperies qu'on attrape en mangeant, et je ne me lancerai pas dans les détails. La cuisine mexicaine, toutes ces saloperies qu'on attrape en marchant pieds nus, les scorpions. Enfin, il a eu tous les malheurs du monde sur ce film et j'étais miraculeusement protégé pendant le tournage. Je tiens à le dire parce que le calvaire était pour lui, pas pour moi. Passé ces petits malheurs, le tournage se déroule dans une excellente ambiance. Le trio composé par le réalisateur et ses deux acteurs étant en effet particulièrement complices. Mais Weber doit tout de même faire avec le penchant très prononcé de Depardieu pour l'alcool. Entre vin, whisky et tequila, l'acteur tourne une grande partie de ses scènes à moitié ivre. Il a attrapé une bouteille de scotch, dans un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, et il l'a vidé. Et il était en maillot de bain. Il est tombé par terre, et il y a 4 petits Mexicains, alors c'est des trucs qui sont gravés dans ma tête à vie, 4 ou 5 petits Mexicains qui sont arrivés, qui ont essayé de le remettre sur pied dans ce bar en plein air. Or, pour ramasser un type du poids de Depardieu, avec 40 degrés à l'ombre, au Mexique, c'est-à-dire un corps qui transpire, vous glissez. C'est-à-dire qu'ils essayaient de le soulever, Depardieu retombé. Et finalement, c'est moi qui me suis approché, je lui ai dit allez Gérard, maintenant tu viens avec moi, tu viens dans ton bungalow. Et ça a été la voix de son maître, parce que comme je le dirigeais toute la journée, il est vaguement sorti des brumes du scotch, et il s'est levé. Et j'ai pris cette grosse main dans ma main, comme ça, et j'ai emmené cet énorme bébé avec moi, et je me dirigeais tranquillement vers le bungalow. Et à ce moment-là, le cadreur, qui est un énorme type aussi, qui s'appelle Patrice Viers, le cadreur, pour des raisons mystérieuses, arrive avec un verre de cognac à la main comme ça, pour me dire, il avait une voix cassée, le cadreur, il dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer », il me dit. Et Depardieu se retourne voir cet énorme type, et il voit un type à sa taille, et il lui rentre dedans. Alors les deux s'écroulent par terre, le verre de cognac part dans la nature et se casse, et les 5 mêmes Mexicains surgissent de nulle part avec un balai pour enlever les débris de verre. Et pendant ce temps, Viers tenait la tête de Depardieu comme ça et disait « Mais je vais lui casser la tête à ce mec !» Comme ça. Et moi, j'ai plongé entre les deux comme un thermomètre. Et j'essayais de le retenir parce qu'il tournait le lendemain, Depardieu. Je voulais pas qu'il l'abîme. Alors je criais « Non !» comme ça en tenant Viers et Depardieu. Et puis on a amené Depardieu dans son bungalow avec des difficultés terribles. Comme rien n'est jamais simple, Weber doit également faire avec la compagne de l'époque de Pierre Richard, au caractère un peu précieux. Et là, Pierre Richard était avec une fille, pardon de vous raconter tout ça, et j'espère que Pierre me pardonnera, qui était un peu difficile, vous savez. Je ne veux pas dire de mots, mais c'était le genre un peu capricieux, ça. Bonjour. Ils sont allés dîner et on n'a pas pu monter Depardieu au premier. Il partageait un bungalow, il avait le premier étage et Pierre avait le rez-de-chaussée. On n'a pas pu le monter au premier, c'était trop dangereux. La bête, elle pouvait se réveiller d'un moment à l'autre. C'était Hulk. C'est-à-dire qu'on l'a couché dans le lit de Pierre Richard en se disant maintenant on fait comme ça. Et arrive Pierre Richard avec cette fille qu'il appelait Amour. Parce qu'on les imitait le matin au petit déjeuner. Ça va Amour? Ça va. Alors donc il arrive avec cette fille et on lui dit Pierre, on a couché Depardieu dans ton lit parce qu'il était saoul et on ne pouvait pas le manipuler vraiment. Alors tu vas dormir dans sa chambre, ça t'ennuie pas? Non. C'est Amour qui réagit. Moi je vais dormir dans ma chambre. Alors on dit, mais non, sois gentil, comprends que c'est dangereux d'aller réveiller le monstre. Et elle dit à Pierre, va lui casser la gueule, chérie. Le tournage de certaines scènes ne sera pas de tout repos pour les acteurs, notamment celle où Pierre Richard s'enfonce dans les sables mouvants. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre.
Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Vous vous reposez jamais, Perrin? C'était là que j'ai découvert que les comiques sont des martyrs. Parce que le trucage, c'est simplement un tonneau dans lequel il y avait un vérin qui descendait, rempli d'eau, et sur l'eau, à la surface, on avait mis de la poussière de liège. Ce qui fait que ça se conduisait, ça se confondait avec la surface du désert, là. Donc, Pierre Richard arrivait à la marque, il se plaçait sur le tonneau, le vérin descendait et il descendait. Mais ensuite, moi, je discutais avec les techniciens. C'est-à-dire que j'allais leur dire, non, écoutez, il descend trop vite. Et on l'oubliait, lui. Il a la petite tête qui dépassait comme ça, et il faisait 40 degrés à l'ombre, et littéralement, il cuisait dans la chaleur. Il était rouge. Et il disait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah bah c'était ça. Les clowns ne souffrent pas, en principe. Alors que c'est faux. Un clown au cirque, il prend des coups. Il fait des chutes. Et bien là, tout à coup, j'ai eu honte. Oh merde, on a oublié Pierre. Et je suis arrivé, on l'a sorti de son tonneau. Mais c'est merveilleux, un acteur comique. Les acteurs doivent également composer avec le perfectionnisme de Francis Weber, qui va multiplier les prises pour chaque scène. J'exigeais les choses, c'est-à-dire que je disais à Depardieu, non, là, tu peux pas jouer comme ça. Parce que Gérard, il est tellement doué qu'il apprend les rôles en survol un peu. Ce qui fait qu'il arrivait, au début, il jouait télé. Qu'est-ce que ça veut dire, jouer télé? Je vais vous faire un jeu télé tout de suite, là. Les types, ils hésitent parce qu'ils connaissent pas bien le texte, ça donne. Alors, je suis arrivé en Normandie. C'est beau, la Normandie, l'été. Et je dis, ouais, mais pourquoi ils parlent comme ça? Si vous parlez dans la vraie vie, vous parlez comme je vous parle en ce moment. Alors, je suis arrivé en Normandie, c'est beau, la Normandie, l'été. Et il me disait ça, alors je lui disais, mais non, et arrête. Maintenant, tu joues normalement, on reprend. Ça faisait 20 prises. Il apprenait le texte en même temps. Ensuite, il continuait à jouer télé un peu, et à la fin, tout à coup, il jouait comme il joue, là. À la fin. Ça a fait 45 prises une fois. D'où la réputation que je me suis faite aussi. Le tournage se termine en plein cœur de l'automne 1981, et c'est à ce moment-là que Francis Weber va faire appel à Vladimir Cosma pour composer la musique du film. Un choix parfaitement logique tant la présence au générique de Cosma est synonyme de succès depuis le début des années 70. Tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie l'une des musiques de film du compositeur, comme celle d'un éléphant ça trompe énormément, L'aile ou la cuisse, ou Les aventures de Rabbi Jacob. Francis Weber me faisait confiance dans le jouet et tout ça. On n'avait pas beaucoup de problèmes concernant la musique et beaucoup de discussions. C'est-à-dire que je lui proposais des choses qui étaient acceptées sans beaucoup de discussions. Quand le personnage qui a kidnappé la petite Benz apparaît, Arbal, il m'a dit tu comprends, il faudrait faire peut-être 2-3 petites notes comme ça qui vont signaler le personnage. Puisque c'est une comédie policière, eh ben, il y a tout. Il avait le sens de ça. Pierre, c'est un comique qui est en même temps un séducteur. On a eu cet énorme succès qui était le grand blond avec une chaussure noire où c'était devenu une énorme vedette et ma musique avait eu un énorme succès. Zamfir, alors là, c'était surtout qu'il avait trouvé Zamfir avec sa flûte de Pan. Il trouvait comme ça des mélodies ou même des instruments qui me correspondaient. J'ai travaillé pour le premier film de Pierre Richard, Le Distrait, où c'est effectivement basé sur un instrument, une couleur, un petit sax sopranino qui est un instrument surtout utilisé par les clowns dans le cirque. Vladimir avait compris mon personnage, qui trouvait toujours la musique qui était l'idéal pour me mettre le film en valeur, mais même moi. Pierre Richard a apporté quelque chose de nouveau dans la comédie française, déjà par sa tête, par son visage, par sa manière de bouger dont je vous ai parlé avant, par le fait que c'est un personnage qu'on n'avait pas du tout de la même façon avec les autres acteurs. Et quoi qu'il soit, le scénario, l'acteur qui le joue a une influence très importante. Les musiques que j'ai faites pour Belmondo n'ont rien à voir avec les musiques que j'ai faites pour Pierre Richard.
La Chèvre sort sur les écrans français le 9 décembre 1981 et le triomphe est quasi immédiat. Le film profite des fêtes de Noël pour engranger un maximum d'entrées. Au final, ce seront presque 7 millions de personnes qui se déplaceront pour voir les aventures de ce duo devenu mythique du cinéma français. Rapidement et logiquement, l'idée d'une suite s'impose. On s'étonnait que je ne fasse pas la suite de La Chèvre. D'abord, je trouve pas qu'il faille faire une suite, j'en ai fait 2, elles étaient mauvaises. Devant la volonté du duo d'acteurs de se réunir à nouveau devant la caméra de Francis Weber, le réalisateur va écrire le scénario des Compères, qui connaîtra lui aussi un grand succès avec près de 5 millions d'entrées. Quand on fait du cinéma, la première des choses à faire est de raconter une histoire de façon engageante. C'est ainsi que Francis Weber, qui tourne en ce moment Les Compères, définit son film. Après l'énorme succès de La Chèvre, il réunit à nouveau le tandem Gérard Depardieu, Pierre Richard. Depardieu et Pierre Richard jouent le rôle de deux anciens amis d'une mère, Annie Duperré. Celle-ci les mettra astucieusement en concurrence pour retrouver son fils fugueur sur la côte d'Azur. Pour s'assurer de leur aide, elle leur fait croire à chacun d'eux qu'il est le père du garçon. Dès lors, quiproquo, rencontre de personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer s'enchaîne. Une belle comédie, nous dit-on, belle et douce plus que le gros rire. Puis ce sera Les Fugitifs en 1986 qui fera également le plein dans les salles. 10 ans après la sortie de La Chèvre, un remake voit le jour de l'autre côté de l'Atlantique, avec Martin Short et Danny Glover dans les rôles respectifs de Pierre Richard et Gérard Depardieu. Un remake qui s'avéra artistiquement parfaitement catastrophique et qui sera logiquement boudé par le public américain. La Chèvre que j'ai découvert en salle à l'époque en 1981 reste encore aujourd'hui une véritable madeleine pour beaucoup de Français. On ne compte plus en effet les diffusions à la télévision qui à chaque fois font un véritable carton. Plus de 40 ans après sa sortie, le film fonctionne toujours grâce à son duo d'acteurs, parmi les plus grands du cinéma français, mais également grâce à ses gags de situation qui fonctionnent toujours au moyen d'une mécanique parfaitement huilée. Certains se sont toujours amusés à remettre en cause les qualités de réalisateur de Francis Weber, mais on ne peut pas nier le talent indéniable de metteur en scène comique qui a triomphé dans l'un des genres les plus difficiles du cinéma. C'est-à-dire, je ne deviendrai jamais un immense réalisateur, parce que c'est l'écriture qui est d'abord mon métier. Mais là, c'est plus facile de faire des cascades, entre guillemets, que de faire un texte. C'est tout bête, c'est vrai. Je me le suis démontré à moi-même dans Le Dîner de cons. Parce que dans Le Dîner de cons, vous avez deux types sur un sofa. Et c'est mon plus gros succès. C'est pas nécessaire d'être dans le Grand Canyon du Colorado et d'avoir une cape de Superman pour faire un film. Et vous pouvez faire des films comme ça aussi et ça fait des gros succès. Mais là, moi, quand je vois ça, je vois que j'ai fait un peu des progrès comme metteur en scène, effectivement. C'était Max pour La Chèvre, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran. En attendant, tous nos précédents épisodes sont disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.